Bonjour! Vous voyez la forêt qui est autour de moi? Eh ben cette forêt m'appartient car j'ai un NFT d'elle. Mouahahaha. Quoi? Comment ça marche pas comme ça? Un NFT n'est pas un titre de propriété? Ouh là là, je crois qu'on va devoir reprendre depuis le début. NFT ça veut dire Non-Fungible Token, c'est-à-dire jeton non fongible. Et non fongible, ça veut tout simplement dire qu'un NFT n'a pas la même valeur qu'un autre NFT. Par exemple, une pièce de 2€ va avoir exactement la même valeur qu'une autre pièce de 2€, alors que pourtant ce ne sont pas les mêmes objets. Pièce est donc fongible alors qu'un NFT n'est pas fongible. Les NFT sont frères des crypto-monnaies et ils sont originaires de la même technologie, la blockchain. La blockchain, ou chaîne de blocs en français, est plutôt dur à visualiser. Du coup, je vais vous présenter les avantages de la blockchain et pourquoi les NFT les utilisent. Déjà, la blockchain est un registre. Autrement dit, une base de données, elle sert à contenir des informations. Deuxièmement, tout ce qui est écrit dans la blockchain est inaltérable et ne peut pas être modifié même par le propriétaire. Troisièmement, une blockchain est autogérée. Elle n'a besoin de personne d'autre et toute la sécurité et les informations qui sont inscrites dessus sont gérées par les mineurs. Quatrièmement, un nouveau bloc va apparaître toutes les 10 minutes dans le cas du Bitcoin. Et dans chaque nouveau bloc miné, il y a 6,25 bitcoins qui seront partagés équitablement entre les personnes qui ont miné ce bloc. Cinquièmement, chaque bloc contient des informations qui sont donc inaltérables. Et sixièmement, chaque bloc connaît le nom du bloc d'avant et du bloc d'après. Donc vous voyez, le simple fait que la blockchain soit inaltérable, que les blocs se connaissent entre eux et que le système soit autogéré possède déjà des énormes avantages. Un NFT, c'est un identifiant numérique lié à un fichier numérique, donc une image, une musique, une vidéo ou un GIF. Le fichier numérique va donc contenir un identifiant unique qui permet de le différencier des autres. Ce bloc, on appelle ça un hash, plus précisément un hash cryptographique. Un hash cryptographique, c'est un mot crypté qui est unique et qui est issu d'un texte ou d'un bloc de texte, et donc chaque hash ne peut être formé que par un seul texte ou groupe de texte. Ce qui est techniquement faux, mais on verra ça plus tard. L'autre particularité du hash cryptographique, c'est qu'il est à taille unique. C'est-à-dire que dans le cas du SHA-256, le plus connu et utilisé pour le Bitcoin par exemple, il fera 256 bits, quel que soit le mot ou le texte original. Ensuite, dernièrement, le hash est formé à partir d'un mot ou un texte, et il est à sens unique. C'est-à-dire qu'à partir d'un mot, on peut trouver un hash, mais à partir d'un hash, on ne peut pas trouver le mot d'origine. Enfin, ça c'est le cas pour les hashes cryptographiques, qui sont des fonctions mathématiques à sens unique. On verra ça bien plus tard dans la vidéo. En fait, en soi, le hash ne contient pas d'informations en lui-même. Il sert surtout à différencier un fichier 1 d'un fichier 2. Prenons moi Clément. J'ai besoin d'aller à la banque pour retirer de l'argent. Du coup, je vais aller à la banque et ils vont me prendre mes empreintes, vérifier ma voix, vérifier ma forme corporelle, regarder la taille de mes cheveux, faire des tests salivaires et utiliser des algorithmes pour être sûr que c'est bien moi. Ou alors, ce que je peux faire, qui est un petit peu plus simple, c'est juste d'amener ma carte d'identité qui va permettre de prouver que je suis bien moi-même. Vous voyez, il y a une technique qui est bien plus simple que l'autre. Le hash, c'est la même chose. En soi, la carte d'identité n'a pas d'informations ou très peu d'informations. Il sert surtout à différencier deux individus. Pour un hash, c'est la même chose. Chaque bloc dans la blockchain va avoir un hash. Et son but principal est de différencier deux blocs. Et c'est là que les NFT rentrent en jeu. Un NFT, c'est quelque chose qui est unique. Du coup, la meilleure technique pour le différencier, c'est d'utiliser un hash qui est aussi unique. Enfin bref, tout ça pour montrer que grâce à ce hash, on a pu transformer un fichier normal en un NFT qui est unique. C'est grâce à cette non-fongibilité qu'on peut faire énormément de choses. Par exemple, au lieu d'acheter un ticket pour aller dans un concert, le ticket en lui-même est un bout de papier qui contient des informations qui sont elles-mêmes cryptées qui permettent de rentrer dans le concert. C'est pas très pratique. Ce qu'on pourrait faire, c'est donner des NFT à toutes les personnes qui vont rentrer dans le concert, le NFT étant lui-même unique, et si la personne arrive à prouver que le NFT lui appartient bien, alors elle pourra rentrer dans le concert. Bon, dans ce cas-là, c'est pas très utile parce que ça va juste décaler le problème. Au lieu de devoir prouver qu'on a un ticket qui contient les informations, on va prouver qu'on a un compte qui contient un ticket qui contient ces informations. Donc ça serait pas très utile, mais si on est créatif, on peut faire beaucoup plus de choses. En fait, si les NFT ont été créés, c'est parce que depuis la naissance de l'informatique et d'Internet, il y a un gros problème pour l'art. L'art était souvent quelque chose d'unique, c'est-à-dire qu'une œuvre était faite une seule fois par un artiste, et ok, il y avait peut-être des représentations, des copies ou des équivalences, mais elles n'étaient pas faites par l'auteur original, et dans tous les cas, on pouvait différencier la copie de l'original. Mais dans le monde de l'informatique, si on copie un fichier A et qu'on va appeler cette copie le fichier B, il n'y a aucune différence entre le fichier A et le fichier B. On ne peut pas les différencier et c'est le problème principal. Ainsi, on ne peut pas différencier un original d'une copie. En plus, on pourrait rajouter que sur Internet, on a accès à toutes les informations qu'on veut, et évidemment gratuitement, et du coup, les œuvres perdent pas mal d'argent. En gros, dans le monde réel, une copie, aussi parfaite soit-elle, aura obligatoirement des différences avec l'original. Alors que dans le monde de l'informatique, une copie sera strictement la même que l'original. Du coup, c'est ça l'avantage principal de NFT, c'est de pouvoir rendre quelque chose unique
qui était à la base pas du tout unique. Bon, pour que ce soit un peu plus clair, je vais vous faire un cours sur le fonctionnement de la blockchain, plus précisément le fonctionnement de la blockchain du Bitcoin, qui est la toute première blockchain. Patrick veut acheter des bitcoins à Jean-Michel. Cette transaction va aller dans un endroit qu'on appelle Memory Pool, même si on s'en fout complètement de cette information. La date et les informations de cette transaction vont être mises dans un bloc et être vérifiées par les mineurs. 10 minutes plus tard, les mineurs trouveront enfin un hash valide après 10 minutes de calcul. Les informations de la transaction vont être vérifiées par d'autres mineurs pour être sûr de sa validité et le bloc va être posé dans la blockchain. Le bloc est posé dans la blockchain, Patrick reçoit les bitcoins de Jean-Michel. Ainsi, dans la blockchain, tout le monde doit savoir qu'il y a eu un échange entre Patrick et Jean-Michel, plus précisément un échange entre le portefeuille de Patrick et le portefeuille de Jean-Michel, mais on ne peut pas savoir qui sont derrière les portefeuilles de crypto-monnaies. Et parmi toutes les informations qu'on peut savoir, il y aura par exemple l'heure, la quantité de bitcoin et la difficulté du calcul qui a été faite. Ces informations peuvent être stockées par n'importe qui est connecté à la blockchain, et sous la forme qu'il veut. Soit mis dans la RAM, ce qui est la technique la plus simple, soit mis dans un disque dur ou soit mis dans une autre base de données à côté. Les personnes qui sont connectées au réseau et qui participent au réseau sont appelées mineurs. Le principe, c'est qu'énormément de gens vont avoir des informations de la blockchain en entière. Donc si un hacker essaye de modifier un bloc pour pouvoir inscrire de nouvelles informations ou se rajouter des bitcoins par exemple, et il va le faire, mais le système va s'en rendre compte et le système va invalider ce bloc et ne vaudra plus rien. Autrement dit, ça ne vaut pas le coup pour un hacker de modifier directement un bloc. Alors à noter que vu que c'est autogéré, la décision est prise par la majorité. Donc si un hacker possède plus de 50% de la puissance du réseau, il pourra faire ce qu'il veut. Il pourra modifier tout ce qu'il veut et se rajouter autant de bitcoin qu'il veut à son portefeuille. Mais en fait, ça vaudrait pas trop le coup pour le hacker, parce que si le hacker a réussi à avoir la moitié de la puissance du réseau complet, c'est-à-dire la moitié de la puissance de centaines de milliers d'ordinateurs qui minent tous les jours, en fait ça serait plus rentable pour lui de miner des bitcoins dans la logique du système plutôt que juste se virer ses bitcoins. C'est un principe qui a été publié par Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin, dans un livre blanc daté du 31 octobre 2008, il y a plus de 14 ans. D'ailleurs, et c'est gratuit, Satoshi Nakamoto était probablement un Américain. Ce qui me fait penser que le créateur du Bitcoin était peut-être un weeb, mais ça je peux pas le savoir, je le connais autant que vous. Si vous vous demandez pourquoi je vous parle de transactions et de Bitcoin alors qu'à l'origine on parlait de NFT, c'est pour une bonne raison. Ils sont intrinsèquement liés. Remplacez dans votre tête à chaque fois que j'ai prononcé le mot transaction par NFT. Ça change pas grand chose. Une transaction est une information qui va être envoyée à la blockchain, alors qu'un NFT est le hash, donc les résultats d'un calcul, à partir des informations d'une blockchain. Cependant, un NFT n'est que très rarement lié à la blockchain du Bitcoin. Pourquoi ? Tout simplement parce que la blockchain du Bitcoin est la première et donc la plus vieillissante. C'est un système très rigide et qui a été surtout fait pour être une crypto-monnaie, ce qui en soi était déjà plutôt ambitieux, mais du coup les NFT ne sont pas très adaptés pour fonctionner sur une blockchain de Bitcoin. Les NFT sont basés sur l'Ethereum. L'Ethereum, la blockchain, en opposé à l'Ether qui est la crypto-monnaie. L'Ethereum propose son propre langage de programmation et cela permet de créer des contrats intelligents qui sont la base même de la blockchain, parce qu'un contrat intelligent c'est tout simplement un contrat qui va s'exécuter tout seul quand ses conditions seront remplies. C'est donc la base d'un système d'échange autonome comme avec les NFT ou les cryptos par exemple. En gros, l'Ethereum est plus libre alors que le Bitcoin est plus concentré sur le fait d'être une crypto-monnaie. Maintenant, je vais pouvoir vous expliquer ce que c'est que le hashage. Le hashage, c'est simplement une fonction mathématique qui va permettre d'avoir un texte unique en fonction d'une information de base unique, donc un texte ou un mot. Par exemple, une vidéo de petite taille va faire 100 mots. 100 mots, c'est beaucoup. Et si je dois chercher un fichier de 100 mots sur mon disque dur, ça va prendre énormément de temps. Pour éviter ça, on va créer un hash de cette vidéo. Le hash va peser 256 bits, ce qui est largement moins. Et du coup, si je dois retrouver une information de 256 bits sur mon disque dur, ça sera beaucoup plus rapide. En gros, c'est une sorte d'équivalent de la carte d'identité, mais pour n'importe quelle information, dont le principe même est de gagner du temps en réduisant la taille d'une information. Mais ce qu'on utilise, si on veut plus de sécurité, ça sera généralement des fonctions de hachage cryptographiques. La différence principale, c'est qu'une fonction de hachage, la taille de la sortie de cette fonction va être proportionnelle à la taille du mot ou du texte d'origine. C'est-à-dire que si tu as un mot de 10 caractères, tu vas avoir un hash de 60 caractères par exemple. Du coup, le problème principal, c'est qu'il y a de gros problèmes de sécurité. Pour résoudre ça, on utilise des fonctions de hachage cryptographique qui sont à taille fixe. C'est-à-dire que quel que soit le texte d'origine ou même que ce soit un mot, ça va toujours donner une fonction de hachage de 256 bits par exemple, ce qui est beaucoup plus sécurisé. En fait, une fonction de hachage cryptographique est considérée comme une fonction mathématique à sens unique. C'est-à-dire que c'est très facile de calculer un hash, très rapide, sans aucun problème, mais que c'est tellement difficile et complexe de trouver l'information de base à partir d'un hash que l'on considère que c'est impossible. Autrement dit, on peut créer un hash à partir d'une information, mais à partir de ce hash, on ne peut pas retrouver l'information de base. C'est ce hash qui va permettre d'identifier un bloc sur la blockchain.
Il ne contient pas d'informations en lui-même, mais permet de différencier un bloc d'un autre. Ces informations sont donc sécurisées. Et pour simplifier, le système de base va être basé sur un système de clé publique / clé privée. En fait, quand vous achetez un NFT, vous achetez un hash qui permet de localiser le bloc où est contenu un lien vers votre NFT, ou alors si vous avez mis directement votre NFT dans la blockchain, ça permet d'accéder directement à ce NFT, mais vous achetez aussi une clé privée. Cette clé privée vous permet de décrypter le bloc et de prouver que ce bloc vous appartient bien. Oui, parce qu'en fait, quand vous achetez un NFT, vous achetez basiquement une information qui sera mise dans la blockchain, mais en fait, souvent vous allez acheter un lien qui va permettre de rediriger vers votre NFT sur un autre site. C'est-à-dire que le NFT n'est pas contenu dans la blockchain, on a juste un lien. Mais si vous êtes riche, vous pouvez alors mettre votre NFT complet dans la blockchain, mais ça vous coûtera extrêmement cher. Parce qu'un NFT, ça peut être n'importe quoi et ça peut être extrêmement lourd. Et du coup, ça va permettre de dire, ce NFT là, c'est l'original, les autres, c'est tous des faux. Pour ce qui est du système de clé publique / clé privée, le fonctionnement n'est pas très compliqué. Voici la logique. J'ai une clé qui est accessible par tout le monde, c'est la clé publique, et j'ai une clé qui va permettre de décrypter tout ce qui va être encodé avec la clé publique. C'est la clé privée. En gros, je vais donner une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères va permettre à tout le monde d'encoder leur message avec cette chaîne de caractères. Le problème étant, c'est que même si on sait avec quoi on a encrypté ce message, ça sera extrêmement dur de le décrypter. Pour le décrypter, on a besoin d'une clé particulière, d'une autre chaîne de caractères, qui va être la clé privée, vous l'avez bien deviné. Ainsi, n'importe qui peut crypter des messages d'une façon tellement particulière que seul moi peux la comprendre. C'est un petit peu comme la validation d'un bloc dans la blockchain. Ça prend extrêmement longtemps pour pouvoir trouver un nouveau bloc, pour pouvoir résoudre le puzzle mathématique. Autrement dit, 10 minutes pour des centaines de milliers d'ordinateurs qui vont miner en même temps. Mais pourtant, une fois qu'on a trouvé la réponse, ça va être très rapide de la vérifier et de dire ouais, ce résultat est bon, allez on arrête de calculer, on passe au suivant. En fait là c'est un peu la même chose, on va dire à tout le monde ok vous pouvez encoder des messages avec ma clé, mais par contre ça sera tellement dur de décrypter des messages à partir de cette clé que seule une clé privée permet de les décoder. Quoi dire d'autre Le système de base de la blockchain a prévu de récompenser ceux qui ont miné et qui ont donc participé au réseau. Cela va se traduire qu'à chaque nouveau bloc, on va avoir une récompense. Cette récompense, à l'origine, c'était 50 bitcoins. 50 bitcoins qui étaient donc séparés équitablement entre tous les mineurs. Mais aujourd'hui, la quantité de bitcoins qu'on gagne par bloc est fortement réduite. Elle est autour de 6,25 bitcoins par bloc. Pourquoi ? Parce que si on donne trop de bitcoins au marché, le prix va descendre parce qu'il y aura trop de propositions, trop d'offres. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire la quantité de bitcoin qui va être créée, et comme ça va artificiellement faire monter le prix. Et tant qu'il y aura plus de personnes pour acheter des bitcoins que pour en vendre, et ben alors le système sera rentable et le bitcoin prendra de la valeur. Autrement dit, on va créer une bulle spéculative. C'est pour ça qu'il y a énormément de publicité pour pouvoir faire découvrir le bitcoin, etc. Tout simplement parce que plus de personnes seront intéressées dans le bitcoin et plus il y aura de personnes pourront miner et pourront en acheter, plus le bitcoin prendra de la valeur et plus du coup ça vaudra le coup. Autrement dit, faire de la pub et participer au fait que tout le monde connaisse de plus en plus le bitcoin est aussi une autre manière de garder son argent. Parce que si plus personne n'achète des bitcoins, nos propres bitcoins perdraient de la valeur et du coup on perdrait de l'argent. C'est pour cela entre autres que les crypto-monnaies et les NFT sont aussi populaires. Quoi penser des NFT ? Honnêtement, c'est une très bonne idée. Le fait de rendre quelque chose d'unique, qui à la base n'était pas du tout unique, et le fait d'utiliser les avantages d'une technologie très nouvelle, comme par exemple le fait que les informations soient traçables et récupérables, permettant donc de redonner de l'argent au créateur original ou au tout premier créateur de ce NFT est une excellente idée. Bon, cependant, ce qui est dommage, c'est que comme toute nouvelle technologie, elle est utilisée comme instrument de communication. À base de « t'inquiète, si je mets de la blockchain dans mon entreprise de pizza, t'inquiète pas, ça vaut le coup, cherche pas à comprendre ». En fait, c'est juste se baser sur l'ignorance des gens pour gagner plus d'argent. Alors que le blockchain n'est pas forcément utilisable pour tout et n'importe quoi. Enfin bref, j'espère vous avoir aidé à vous faire votre propre avis, parce que c'est une technologie qui est très complexe, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Sinon, je vais pas vous mentir que j'ai pas trop espoir de vous avoir fait comprendre entièrement ce qu'est la blockchain et les crypto-monnaies. Personnellement, ça fait 2 semaines que je me renseigne, et vraiment au début, je pensais absolument pas que j'arriverais enfin à comprendre, ne serait-ce qu'un tout petit peu. D'ailleurs, je me suis souvent demandé pendant l'écriture de cette vidéo, pourquoi est-ce que c'est aussi dur de visualiser comment fonctionnent les choses qui sont reliées à l'économie. Et en fait, j'ai trouvé une réponse toute simple, c'est que c'est dur de faire des analogies, de faire des comparaisons, de trouver des exemples sur les finances et sur l'économie. Enfin bref, comme toujours, stream à 15h30 sur Screeny TV, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Dans tous les cas, abonnez-vous et on se revoit dans 2 semaines, le dimanche à 12h30 pour la prochaine vidéo. Bref, salut à tous, c'était Screeny
Passez une excellente vacance ou de futures vacances. Ciao!